See these eyes so green, I can stare for 1,000 years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire with gasoline. See these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who feel me near will look lines and change their minds. It's been so long. Still this pulsing night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. You've been so long, and it's been so long. Loving putting out the fire with gasoline, putting out the fire with gasoline. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. Judgment. Hello! Comment allez-vous? On est après le 7 juillet. On est précisément le 10 juillet 2024. Ici, c'est la ville de Pantin, le restaurant Le Relais qu'on remercie de nous accueillir, le frérot Nabil. Et vous êtes sur la chaîne Twitch de Parole d'Honneur, PDH. On est également en live normalement sur YouTube. Voilà, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez les publications. Là, il y a une super vidéo qui a été produite par Yazid que nous avons fait le soir donc, du deuxième tour à la place Stalingrad. Banger. Il y a aussi l'émission de lundi, émission spéciale élection présentée par Sabrina Waz avec une équipe aussi incroyable. Et également une vidéo, elle est sortie ou pas? La vidéo sur le tri... Elle arrive. Attention monsieur, Elle arrive. calmez-vous, hold your horses comme on dit, hold your horses. Donc voilà, plein de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on a mis le RN au tapis, ok, le score n'est pas dégueu, mais on reste éveillé les amis, on reste éveillé. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Il va y avoir un très grand nombre d'intervenants, on vous les fera découvrir après. Cette soirée sera présentée principalement par Sabrina Waz qui est là, voilà, et bien sûr toute l'équipe technique, voilà, qu'on remercie encore une fois, sauf Christophe. Ah, c'est bon, l'émotion c'est que le dimanche soir. Voilà, donc comme vous pouvez voir là, en fait on est à l'endroit que
qui a accueilli la conférence de Ilan Pappé et celle de Judith Butler. Et donc vous allez voir, on va se balader un petit peu, mais on va vous montrer qu'il y a déjà pas mal de monde. Ah, on voit ma grosse tête sur l'écran. Et il y a déjà pas mal de monde. Voilà. Il y a Mathieu, il y a la team, il y a Big Lénine. Il y a Big Lénine qui est là. Comment vas-tu, mon ref? T'es en direct sur Parole d'Honneur. Ah merde. C'est un de mes rêves, voilà, c'est d'avoir le trio. Le trident. Le trident. Ça va, tu vas bien? Ça va impeccable et toi? Bah écoute, ça va. Hein, on est après le 7 juillet. Ouais. C'est comment? Bah écoute, là on est en train de récupérer parce que ça a été épuisant. T'as fait... Ouais, Je le sais, hein, c'est pour les gens. Bah oui, on a travaillé sur la campagne d'Amal. Amal Bentounsi. Amal Bentounsi dans la 7e circonscription du 7-7. Ouais. 6e circonscription du 7-7. Dans la ville de Meaux. Dans la ville Là, de je donne Meaux. toutes ces infos pour les gens qui sont loin, qui connaissent pas et tout. Ville de Meaux dans le 77, dans la Seine-et-Marne. Voilà. Et tu peux nous en dire quelques mots vite fait? C'était très intéressant, très enrichissant. C'était une candidature qu'on était fiers de porter sur le terrain, dans la mesure où c'est Amal, elle vient du 7-7, de la Pierre Collinet précisément, donc dans la ville de Meaux. Et voilà, et puis c'était l'occasion de rencontrer les gens, de faire du terrain, et puis ça a été vraiment enrichissant tout du long. C'était la première. Ouais. Politique. Ouais, ça a été une formation express là. Malheureusement, la victoire n'était pas au bout, mais elle était très très près. Étant donné la nature très courte de la campagne, le fait que Amal, c'était vraiment sa première campagne. Donc voilà, ça a été un truc express. C'est quand même incroyable parce que je crois qu'elle a fini à 47% si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai plus les chiffres exacts. En tout cas, plus de 40%. Voilà, donc c'est très peu. Et ça laisse augurer un bel avenir, on l'espère en tout cas. Mais moi, ce que les réseaux, vous étiez très actifs sur les réseaux et tout, donc on a vu beaucoup de choses. C'est vraiment une campagne où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'avaient jamais été actifs dans la politique, qui l'ont été peut-être pour la première fois. Ouais, c'est ça, ça a été en gros la réunion de plein de gens qui débutaient dans le militantisme, les campagnes, nous les premiers, hein. Ouais. Et avec Yanis du coup. Ouais, Yanis au carré. Ouais, Yanis au carré. Mais c'est moyen, ça a été la campagne. Vraiment la candidature de la HES comme elle a dit, voilà. Et donc un peu comme il y a Colantes, là c'était Electes. Là c'était Electes. Et du coup ça a été compliqué à gérer tout ça, ça a été très épuisant, c'était du 8h 22h tous les jours et puis voilà, même si le résultat il est pas au rendez-vous, il y a des belles conclusions à tirer de l'aventure et puis ça annonce que du positif pour la suite, donc voilà. Inch'Allah, écoute, en tout cas merci et force à vous, franchement, vous nous avez vraiment, hein, vous nous avez rendu fiers parce que voilà, de voir toute cette force s'agréger, il y avait Richie, il y avait un gars qui s'appelle Nabil qu'on connaît bien, il y avait beaucoup Nina, celle qu'on appelle Nina Châtelet sur les réseaux, ça, bien sûr Valdé, vraiment. Mais Samia qui ont fait un tas. Et puis Inde, la de l'ombre, tu vois. Ça. Inde, la fille d'Amal qui a vraiment se donné jusqu'au bout pour sa mère. Force à vous, mais et voilà, c'était vraiment. Et ce sera la bonne. Merci mon frère. Alors je sais pas, on continue. On va, peut-être on va passer par là et puis on va regarder un petit peu, faire un panorama. Un petit peu par là. D'accord. Je me sens pas tout à fait libre de mes mouvements, mais bon, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Ça va ou quoi? La forme, bah oui. Hein. Voilà, donc là on a quelques-uns de nos intervenants du soir qui se sont installés. Il y a Paul Hélène, Frédéric Lordon, il y a Statis, j'ai peur d'écorcher son nom. Kouvelakis. Il y a Olivier Marbeuf, Michel Siboni. Voilà. L'imam qu'on a reçu déjà à 2 reprises qui s'appelle Nordine Aoussat. Il y a Ouria Boutelja bien sûr qui est en premier rang. Avec Louisa Yousfi. Et là-bas, vous pouvez voir, on peut peut-être faire un plan. Il y a Frédéric Lordon,
Il y a Simon Assoun, le S. Le S. Il y a Gecko de l'AFA. Il y a également le monsieur de Jojo des soulèvements de la terre. Voilà, n'hésitez pas. Mon rêve, ça va ou quoi? N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Tranquille. On t'a piqué la chaise? Non. C'est blindé déjà. Voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît à partager, ça va, à partager sur les voilà, groupes de chat, de WhatsApp, de Signal, de Telegram, de tout ce que vous pouvez. Voilà, qu'on soit un maximum de personnes pour montrer, voilà, que toutes ces organisations autonomes sont présentes, sont au travail et qu'on lâchera pas, qu'on on va pas s'endormir sur déjà il n'y a pas de laurier, mais même s'il y avait de laurier, on va pas s'endormir dessus. Bah, je suis en train de. Bah, en même temps, je veux pas non plus prendre quelqu'un. Mais là, là, on est obligé de rester dans le périmètre. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il y a. Ça va, Paul? Tu vas bien? Ça va. Amir, on va Je t'avais un peu. Je t'avais un peu abandonné en fait. Bah grave. Non, mais moi je me sens pas là, mais non, mais non. Sérieux? mais me Bon, laisse pas d'accord. toute seule. Non, d'accord, ok, ça marche. Oui. Ah, c'est bon. Là, là, on est en live là? Ah, d'accord. Donc là, on est en live, ouais, on est en live avec Sabrina. Ça va? On est prêt ou pas? On est presque prêt. Voilà. Les gens sympas. Il y a énormément de monde et voilà. Gros bisous à vous tous qui êtes devant. Est-ce que vous êtes prêts à vous taper 4 heures de meeting très très chiant? Mais non, mais c'est pas que. Ah, moi je suis honnête. Hein. Moi, Non, pas du tout. Mais pas... je suis cash. Ça va être très très chiant. Pas du tout, pas du tout. Non, elle a tort. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour voir ce qui se fait de mieux? Là, c'est l'avenir, là. Là, vous voyez, c'est la nouvelle France, ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va monter l'année prochaine. On va se concentrer sur cette force-là. C'est la côté mouvement social, des organisations antiracistes, côté des mouvements aussi écologistes radicaux. On peut dire ça comme ça? Ben, en fait, oui. Tous ceux qui sont à la fois en soutien de la... mouvement travailleur. De l'AFI et en même temps qui sont en dehors et qui veulent garder la rue, garder les syndicats, garder tout ça, ils sont là. Ceux qui luttent contre l'instrumentalisation, la lutte contre l'antisémitisme. Évidemment, c'est les meilleurs, voilà. Vous avez parlé avec Richie? Je l'avais pas vu. Ça va? Fatigué, mais. Richie va s'exprimer ce soir, donc je vais pas l'embêter. Mais juste. Ouais, Ça va? bonjour. Ça va, ça va. T'es fatigué? Très très fatigué. Ouais, mais t'as Mec, la campagne.
le capitalisme. C'est ça, j'attends que tu abattes le capitalisme pour que je puisse me libérer de mes chaînes, tu vois. Mais moi, comme je disais avec le frérot Big Lenny, je vous ai suivi, je me suis régalé. Ah vraiment, c'est amusé. Et franchement, vous nous avez rendu fiers. C'était une aventure de ouf. Et d'ailleurs, le chat, si on peut mettre dans les liens, la vidéo, il y a un reportage qui a été fait sur Richie. Rappelle-nous le blast du mec. Ah oui, Enzo Rabouille. Et ça célèbre une émeute, donc voilà, mais avant... Grave. Écoutez, Monsieur Macron, Monsieur Bardella, je ne connais pas cette personne. Voilà, je tenais juste à dire ça. Oh, issu d'une famille de commerçants, Ah, c'est ça. ça s'appelle Arrachons une vie meilleure, c'est banque et ça C'est-à-dire que parle... là, pour l'instant, il n'est pas sorti encore. Non, il est en... Ceux qui veulent le lire Moi, je l'ai. en première, Je ne l'ai pas lu encore. c'est sur Kiss Kiss Bank Bank, et une fois qu'il aura lu, il vous dira ce qu'il en pense. Donc de la préco. Arrachons Une vie meilleure. Une vie meilleure. Chez Masso Édition. Voilà, par Richie Thibault. Et je crois qu'il y a une. Quelqu'un qui Même crée pas, mais il y a quoi, non des textes de plusieurs amis
pour le sursis. Voilà. Et on verra à la fin de la soirée s'il y aura des applaudissements pour le sursaut. Voilà, c'est pas de moi. C'est pas de moi, mais il faut toujours citer les grands auteurs. Et bien sûr, on remercie le lieu qui nous accueille, le relais en la personne de Nabil notamment, voilà, qui sont toujours open pour accueillir ce type d'événement. Et on les remercie. Et j'en profite, hein, petit instant promo, voilà, Parole d'honneur, le QG des Coloniales produisent un magnifique magazine qui a sorti déjà 2 numéros. Le numéro 1, qui s'intitule Genre et Empire. Le numéro 2, qui s'intitule Terroriste, c'est celui qui dit qui est. Voilà, je me désolidarise totalement du numéro 2, à titre personnel. François Burgas, si tu nous entends. Et bien sûr, je vous incite vraiment à les lire, à les acquérir, parce que déjà, ça permettra de soutenir l'action du mouvement décolonial, et deuxièmement, ce qui est à l'intérieur est plutôt intéressant. Donc voilà, allez-y, et j'espère que ça vous plaira. Quoi d'autre? Quelqu'un a une promo? Quelqu'un, je sais pas, une voiture à vendre? Non? Bon. Ça va pas tarder, voilà, encore quelques toutes petites minutes et on démarre cette soirée. Bien sûr, viens. Donc une dame du PEPS qui est pour une écologie populaire et sociale. Hey. Merci. Pardon. Bonsoir à tous. En 30 secondes, simplement, je suis habitante de Pantin. Et voilà, je vais pas vous raconter tout, mais juste pour vous dire que demain, jeudi, à 19h, à l'Agora derrière, donc c'est au niveau du canal, on va lancer des comités de résistance et de solidarité à la suite justement de cette soirée. Donc voilà, donc ça c'est une annonce locale et toutes les personnes qui sont intéressées pour lutter, résister et pratiquer l'entraide et la solidarité avec nous sont les bienvenus demain, 19h, à l'Agora. Merci. Est-ce que l'émission est lancée? Ah, super. Déjà, bonsoir et bienvenue à tous, au public ici et aussi aux personnes qui nous suivent en live sur Parole d'honneur. Nous sommes réunis ce soir pour un grand meeting intitulé et maintenant que faire, après les élections, que faire? Et c'est le premier grand rendez-vous depuis les élections. Alors ce meeting est organisé parce que malgré une certaine confusion qui règne, nous avons la conviction que nous entrons dans une séquence qui est déterminante. Et nous avons aussi la conviction que notre camp social a besoin de clarification sur les stratégies et les orientations stratégiques à tenir collectivement pour contribuer à des ruptures et pour répondre aux enjeux politiques et sociaux du moment. Alors il y a énormément d'organisations et de personnes qui vont se succéder cette soirée. Tu as remercié le Relais Pantin tout à l'heure, Nabil, on le remercie encore parce que c'est un hébergement qui est précieux. Donc aussi les personnes qui nous regardent et qui habitent dans le coin, n'hésitez pas à venir au Relais Pantin, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent. Si vous voulez aussi nous aider sur Parole d'honneur, eh bien vous pouvez le faire en faisant un don sur Tipeee.
Yazid, tu peux afficher l'image. Et puis, c'est avec un don régulier que vous nous aidez le plus pour continuer à diffuser du contenu et continuer à organiser d'événements politiques comme ce soir. On va pouvoir laisser la place aux intervenants, tout simplement, hein, avec le premier intervenant qui est GECO, qui intervient pour l'action antifasciste Paris-Banlieue. Ça marche, ouais. Bonsoir tout le monde. Alors, il flotte depuis dimanche un air d'une étrange victoire. Ok, chaque défaite des fascistes est une victoire, même si elle est sur le plan psychologique ou électoral. D'autant plus quand on annonce partout et avec autant de complaisance ou de résignation la victoire des fascistes. Mais dans le flou qui persiste, il reste difficile de savoir qu'est-ce qu'on a gagné, pour qui on l'a gagné et pour combien de temps. C'est même tout le principe d'une victoire d'un front électoral républicain de susciter presque autant de soulagement que de confusion. Il faut être honnête, une victoire du front républicain, ce n'est pas une victoire de notre camp. C'est un répit. C'est du temps supplémentaire arraché par la fraction du peuple qui ne se résout pas à la solution fasciste. À nous de nous en servir, et pour ça, repérer les amis dans la séquence, identifier les différents ennemis et analyser leur degré d'adversité. C'est ce que je vais essayer de faire ici, tracer des lignes pour se sortir de la situation présente qu'on peut résumer ainsi. Nous sommes aux portes d'un nouveau fascisme. La victoire du Rassemblement national aurait constitué un passage de seuil décisif en France, où l'État est si puissant et la bourgeoisie si vicieuse. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. L'extrême droite, elle n'est pas du tout défaite. Elle progresse même considérablement. Avec plus de 10 millions d'électeurs, elle n'a jamais eu autant de députés ni d'influence. L'hypothèse de l'union des droites, elle gagne du terrain. Et les agressions fascistes, qu'elles soient civiles ou policières, qui sont multipliées au cours de cette campagne, c'est qu'un aperçu de ce qui nous attend potentiellement. Dans cet effort de cartographie, il faut d'emblée éviter une erreur. Le RN, Zemmour et ses sbires, les bandes fascistes avec lesquelles on s'affronte dans la rue, elles n'ont pas le monopole de la fascisation. Il y a la crise du néolibéralisme et à la persistance des structures néocoloniales en France. C'est l'intensification de l'autoritarisme et du racisme qui sécrète la possibilité du fascisme dans ce pays. Cette possibilité, elle est alimentée par l'ensemble des forces politiques qui ont gouverné depuis des décennies. La guerre contre les pauvres, la traque à l'ennemi intérieur et les embardés impérialistes à l'extérieur, c'est ça le terreau du fascisme. Comment ne pas évoquer les responsabilités des instigateurs des lois sur le voile de 2004 jusqu'à celles sur le séparatisme en 2021 ? Des réformes des retraites à répétition et de la loi travail, de la proposition de déchéance de la nationalité, de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, des interventions en Libye, au Mali ou du soutien à la guerre génocidaire en cours en Palestine occupée. Si le scénario d'un gouvernement RN, il est repoussé pour l'heure, ce n'est pas le cas d'un durcissement à droite. La Macronie, elle a déjà marqué une fuite en avant vers des politiques fascisantes et l'ego d'un homme articulé avec la radicalisation de la bourgeoisie rend les choses plus incertaines encore. Pour le dire clairement, on n'est pas à l'abri d'un coup de Trafalgar bonapartiste qui viendrait de l'extrême centre plutôt que de l'extrême droite. Il n'y a pas d'autre choix que de briser collectivement cette trajectoire, cette tendance vers le fascisme, et c'est ça notre tâche. Alors qui c'est ce « nous » ? C'est la seconde chose que le Front républicain rend confus, particulièrement dans l'agencement spécifique du nouveau Front populaire. À la fin, on a toujours revendiqué depuis longtemps un antifascisme autonome, un ennemi principal, le fascisme comme tendance de fond du capitalisme et tout ce qui l'alimente, mais aussi un adversaire dont il faut se méfier systématiquement, la gauche comme médiation du capital. À l'évidence, depuis quelques années, le mot gauche dessine pourtant deux réalités engagées dans des processus contradictoires. Se tient d'un côté la gauche classique, qu'on appellera ici gauche de trahison, et notre génération est marquée au fer rouge par le plus jamais le PS qui suit le quinquennat Hollande et la loi contre la loi travail. Comme nos aînés savent bien que le mitterrandisme a clos une séquence révolutionnaire de lutte bien plus qu'il l'a prolongée. De l'autre côté se tient une gauche de rupture potentielle qui a fait le pari de traduire dans le camp de la politique institutionnelle une partie des mots d'ordre élaborés dans les luttes populaires dans lesquelles on s'est investi depuis 10 ans et à travers lesquelles on attendait de braver le consensus néolibéral et l'intensification raciste. Seulement, pour des raisons électorales évidentes, ces deux réalités, dont les contours changent au gré des marées, sont pris ensemble dans une danse infernale qui pourrait nous entraîner tous. Notre tâche, elle est donc double. D'abord, ne pas laisser l'antifascisme et les pratiques de résistance populaire se cantonner à la lutte contre l'extrême droite et tenir bon sur l'opposition à l'ensemble des forces qui participent à la fascisation. Bref, ne pas tomber dans le panneau possible d'un front républicain qui reconduirait une figure de l'extrême centre ou du centre droit en guise de barrage. Il n'y a plus d'alternative réelle au fascisme qu'à l'extérieur de ses coordonnées.
Ensuite, dessiner un type de relation à la gauche de rupture potentielle basé sur un maintien de la pression qui permette simultanément d'exiger qu'elle tienne sur les revendications qu'on lui a imposées de haute lutte et de faire face depuis l'extérieur des institutions aux oppositions violentes que ces mesures, même minimalement réformistes, ne manqueront pas de provoquer ou aux défections qu'elles suscitent déjà chez les prétendus frondeurs. C'est l'espace praticable dans la situation et cet espace est mince. Construire le bloc populaire, pas comme une donnée sociologique ou électorale, mais comme un bloc en mouvement. Cela n'aura lieu que si on développe une politique de la rue. La rue, pas comme la fétichisation de pratiques, si conflictuelles soient-elles, dans l'espace quadrillé des mobilisations attendues. Non, la rue comme la voie de l'action capable de déterminer les cibles logiques, d'employer des moyens adéquats pour les défaire, nos ennemis, et les infrastructures qui le soutiennent. Cette voie n'est possible qu'à condition de pratiquer une politique qui conjugue habilement défense et attaque. Une défense acharnée, ferme et sévère des mots d'ordre élaborés dans le bouillonnement des luttes et portés dans le camp de la politique institutionnelle par les forces de la gauche de rupture, et une offensive acharnée pour déborder continuellement ses forces, rendre l'aller-retour irréversible, enclencher une trajectoire de bifurcation. Désarmer les bassines, la police, l'impérialisme français, démanteler les lois islamophobes, le complexe agro-industriel et la Ve République. S'ancrer dans les territoires abandonnés par les services publics, reprendre des terres, inventer des nouvelles formes de vie et de résistance, construire le contre-pouvoir, préparer le monde d'après. À la croisée des chemins, nous voulons tout et on doit absolument s'en donner les moyens. Un camarade juif palestinien communiste, mort il y a quelques jours, a eu l'audace insensée, il y a quelques années, de proposer des premières mesures révolutionnaires. C'est ce genre d'audace qui ne doit pas nous faire défaut. Ce genre de mesures qu'il faut discuter partout, dans les comités populaires et les fronts antiracistes et anti-impérialistes. Pour clore son livre, Éric Hazan concluait « Puisque le temps presse, pressons le pas ». Voilà, merci. Merci, Djeko. J'en profite pour citer toutes les organisations qui sont là aujourd'hui et qui participent à ce meeting. Nous avons bien sûr l'action fasciste Paris-Banlieue, pardon. Désolée, Djeko. Après toutes les belles choses que tu viens de dire, en plus. Les masques tombent. Donc nous avons l'AFA, CEDEC, l'UCL, l'Union communiste libertaire, Urgence Palestine, les soulèvements de la terre, le QG décolonial, NPA l'anticapitaliste, aussi PEPS pour une écologie populaire et sociale, le collectif Bassine Non Merci, Tendance Claire, la FTCR, l'ATMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, le média Contre-Attaque et la Marche des Solidarités et le POI. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un. La revue Contretemps, voilà. L'UJFP, ben oui, désolé, j'ai dit le CEDEC. J'ai dit le CEDEC, j'ai pas dit l'UJFP. Alors que vous étiez là avant en plus. Et alors, je sais pas si... Je crois que j'ai l'impression qu'ils font pas partie des intervenants, mais je voulais saluer aussi la présence du mouvement BDS en la personne de Monira. Et notre députée fraîchement élue, Ercilia Soudet, de la France Insoumise. Et si on a oublié d'autres personnes entre-temps, voilà, à chaque interlude, on fera une mage, comme on dit dans le jargon, de la liste. Et là, du coup, on reçoit Simon Assoun de Tzedek. Wow. Bonsoir à tous. Avant de répondre à la question qui est posée par ce meeting, celle du que faire, je voulais d'abord revenir sur ce qui, dans la période, a été l'un des principaux discours, sinon le principal, mobilisé par le bloc bourgeois contre la gauche de rupture, l'accusation d'antisémitisme. Car si de la Macronie au Rassemblement national, nos ennemis ont choisi 7 axes pour nous attaquer, alors il est urgent pour nous d'en saisir la portée et les effets dangereux dans la période. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que l'accusation d'antisémitisme est instrumentalisée à des fins politiques. Et la France Insoumise n'est pas le premier groupe politique à en être la cible. Pour mémoire, en France, le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et les luttes de l'immigration et de l'antiracisme politique ont déjà une longue expérience de ces discours infamants.
Si ces campagnes diffamatoires ont pu s'abattre avec autant d'ampleur aujourd'hui sur la France insoumise, c'est d'abord parce que cela fait plus de 20 ans que la lutte contre l'antisémitisme, adossée à la théorie réactionnaire du nouvel antisémitisme, est détournée par le pouvoir contre les classes dangereuses pour criminaliser toute contestation et réaffirmer son autorité et sa légitimité. L'accusation d'antisémitisme est grave, certes, mais il ne faut pas être dupe de cette opération. Pas un jour ne s'est écoulé sans que, sur chaque chaîne de télévision, sur chaque station de radio, il ne se trouve un perroquet du pouvoir pour s'époumoner. La France insoumise est antisémite, Jean-Luc Mélenchon est antisémite, Judith Butler est antisémite, les étudiants de sciences politiques sont antisémites, la Cour internationale de justice est antisémite. L'accusation a servi à criminaliser la vague de politisation immense qu'a suscité la solidarité avec le peuple palestinien face au génocide de Gaza, car ce mouvement exemplaire, populaire, ferme sur ses valeurs et ses exigences politiques est d'abord celui du secteur le plus exploité et le plus relégué des classes populaires, à savoir le prolétariat non blanc. Désarmer politiquement cette France d'en dessous, la France d'en bas, désamorcer son potentiel révolutionnaire en empêchant toute alliance avec le reste du mouvement ouvrier, c'est tout l'enjeu de cette instrumentalisation. Et si la France insoumise a autant concentré sur elle ces accusations, c'est parce qu'elle paye le prix de sa ligne antiraciste et anti-islamophobie. Elle paye le prix d'avoir su s'imposer comme une menace électorale sérieuse avec un programme de rupture clair avec les intérêts des classes dirigeantes. Et bien sûr, elle paye aussi le prix d'avoir su tenir avec une détermination qui force le respect dans un contexte irrespirable, une ligne de soutien au peuple palestinien contre le colonialisme et contre le génocide de l'État israélien à Gaza. Le détournement de la lutte contre l'antisémitisme s'inscrit donc dans un tournant autoritaire de l'État opéré par un bloc bourgeois en crise d'hégémonie. Il valut d'une lecture civilisationnelle et réactionnaire du réel, fondée sur l'opposition entre un monde occidental, civilisé et démocratique, et un monde arabo-musulman, barbare et arriéré, auquel la gauche révolutionnaire, bien sûr, est associée, comme elle l'était jadis associée aux Juifs. Dans ce discours, les Juifs sont alors collectivement projetés du côté du pouvoir qui les utilise comme ligne de clivage social et politique. Nous sommes arrachés à notre histoire et nous sommes essentialisés comme symbole de l'innocence occidentale et comme cache-misère d'un système en crise. La lutte contre l'antisémitisme devient alors un outil de criminalisation des classes populaires, légitimant l'affaissement des libertés et des droits démocratiques. S'installe alors un climat permettant la multiplication des convocations policières, la multiplication des menaces de dissolution, les interdictions d'événements publics et de conférences et des campagnes de diffamation dont il restera toujours quelque chose. Et vous comprenez alors le lien avec l'extrême droitisation de la société et du champ politique au diapason du monde. Car ce que nous dit ce détournement, c'est rien d'autre que l'ennemi, c'est le musulman. Et honte à la Macronie qui, en novembre 2023, alors que les Palestiniens mouraient par milliers sous les bombes israéliennes, alors que devant l'augmentation des actes d'antisémitisme, les Juifs étaient plongés dans l'angoisse, ont déroulé un tapis rouge au Rassemblement national et à Reconquête, soi-disant au nom de la lutte contre l'antisémitisme, sur la base d'un appel reprenant tous les tropes islamophobes. Ils ont offert le vernis de respectabilité ultime auquel pouvaient prétendre ces héritiers de collabos et de nazis, et ils s'en sont servis pour stigmatiser et disqualifier la France insoumise. Honte à eux. Chacun aura compris l'importance de comprendre jusqu'au bout la portée et les effets de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme dans une société racialisée et inégalitaire. Loin de faire reculer l'antisémitisme, elle joue le pourrissement des relations intercommunautaires, elle ancre encore plus le racisme dans les rapports sociaux et entrave le déploiement d'une lutte contre l'antisémitisme en particulier et d'une lutte contre le racisme en général qui soit à la hauteur des enjeux et des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. On a trop entendu à gauche des gens opposer la lutte contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme. Ces deux combats, camarades, ces deux combats ne font qu'un, la première étant le prérequis opérationnel de la seconde. Excusez-moi, je me perds un peu dans mes notes. Merci. Merci beaucoup. Et je terminerai justement sur ce point-là
en partageant avec vous combien la part juive de mon être est meurtrie et inquiète quant à ces manœuvres qui, au bout du bout, finalement, nous rendent encore plus vulnérables, encore plus désarmés et cherchent à nous isoler pour mieux nous sacrifier au nom de la raison d'État. Et parce que cette situation est justement proprement intenable, la question du que faire est une question vitale pour nous comme pour beaucoup d'autres groupes sociaux et catégories de la population. Alors hier, je lisais notre camarade Raphaël Kempf, candidat pour le nouveau Front populaire dans la première circonscription de Paris, dire « Traditionnellement, quand le Front populaire remporte l'élection, s'ensuit une grève générale pour faire appliquer le programme. » Effectivement, il a raison. Un grand mouvement social massif est à l'ordre du jour, mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, dans les coordonnées qui sont les nôtres aujourd'hui, la gauche de rupture, seule force politique capable de faire dérailler le projet funeste du bloc bourgeois et de l'extrême droite, ne pourra pas le faire sans l'appui d'une puissante mobilisation populaire. Pour une raison finalement qui est simple, c'est que quand on n'a pas de majorité absolue, quand on n'a pas l'appareil d'État, quand on n'a pas le capital, quand on n'a pas de médias de masse aux ordres, alors il ne reste que la force et la volonté des millions d'hommes et de femmes dont on porte les intérêts et les aspirations. C'est ça le principal levier dont nous disposons aujourd'hui pour renverser le rapport de force, et c'est ce qui fait que notre projet sera toujours le projet le plus émancipateur et le plus démocratique qui soit. Si ce n'est pas pour tout de suite, il faut néanmoins s'y préparer en travaillant sur deux axes. 1. Développer l'implantation des cadres et des espaces d'organisation liés à la gauche de rupture, et 2. Étendre l'auto-organisation des luttes et la politisation. Entre l'impératif de consolider la principale organisation qui aujourd'hui traduit dans un programme politique les aspirations populaires et de l'autre côté la nécessité de préserver l'autonomie des luttes, nous cheminons sur une ligne de crête. En l'absence d'un mouvement social suffisamment ample pour court-circuiter les agendas, il est nécessaire de se projeter quand même dans les 2 prochaines échéances électorales, 2026 les municipales et 2027, qui seront tout autant, sinon même plus déterminantes au regard du rapport de force et de la fascisation du pays que les dernières élections. La question de l'implantation et de la consolidation de la gauche de rupture et notamment de la France insoumise est donc centrale et peut d'ailleurs se traduire par le fait de rejoindre les groupes d'action de la France insoumise ou de co-construire avec eux des cadres d'intervention communs. L'expérience chilienne montre cependant que sans l'appui du peuple en mouvement, du peuple en lutte, aucune gauche ne peut tenir durablement le rapport de force et appliquer son programme jusqu'au bout. Donc l'implantation de cette dernière est donc une condition nécessaire mais non suffisante, qu'il faudra compléter par un puissant travail d'organisation, d'auto-organisation populaire et autonome. Et il nous faudra enfin, et ce sera mon dernier point, nous atteler à ce qui nous a fait cruellement défaut dans la période, à savoir la construction d'un large mouvement de solidarité internationale, anti-guerre et anticolonialiste, qui soit fidèle à la tradition du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire. Et il faudra aussi qu'on s'attelle à la tâche du rassemblement des forces de la gauche de rupture à l'échelle internationale, mais je laisserai à d'autres camarades le soin de développer ces points, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Simon. Et on accueille maintenant Lila Laya pour l'UCL. Merci à toi Lilia. Lila ou Lilia ? Lila. Lila, pardon. Ok. Donc les résultats de ces dernières élections sont certes un soulagement, mais ils ne sont en rien une victoire. Le RN réalise des scores historiques et le centre de gravité de l'alliance de la gauche se trouve plutôt sur la droite de la social-démocratie. À l'UCL, pour la première fois de notre histoire, on a appelé à voter. On a appelé à voter pour le nouveau Front populaire, car nous prenons très au sérieux le danger, la menace de l'accession au pouvoir du RN, et qu'on a jugé que l'unité de la gauche était nécessaire pour lui barrer la route dans les urnes. L'unité de la gauche, à ces élections, était un impératif. Hélas, elle s'est faite en ressuscitant le PS, qui passe de 1,75% au présidentiel de 2022 à être le deuxième parti du nouveau Front populaire à l'Assemblée. On doit au dernier quinquennat de ce parti, au quinquennat de Hollande, la déchéance de nationalité et la loi travail 1 et 2 qui ont sapé le code du travail. Si le barrage républicain a permis au nouveau Front populaire d'obtenir une courte majorité relative, elle a aussi été l'occasion pour le camp présidentiel de limiter très largement son affaiblissement. Aujourd'hui, celui-ci peut ainsi revendiquer d'être la force autour de laquelle doit s'organiser la future majorité de gouvernement. Pour nous, camp de la gauche de rupture et révolutionnaire, ce répit peut ouvrir une brèche. C'est l'opportunité de mener des luttes offensives et non plus en réaction. Dans le cas où le nouveau Front populaire maintiendrait son unité et parviendrait à constituer une majorité, un gouvernement,
nous savons que les mesures les plus ambitieuses de son programme ne seront appliquées que si une large pression populaire s'exerce sur, avec et contre eux. Pour nous, révolutionnaires, cette tâche nécessaire ne constituera qu'un début, car ce n'est qu'avec nos luttes et à la base que nous construirons la rupture. Par ailleurs, et avant tout, nous disons que seule une véritable rupture révolutionnaire pourra éloigner durablement l'arrivée du RN et le risque fasciste. Si l'accès du RN au pouvoir est temporairement repoussé, la situation politique demeure inchangée. Le risque fasciste pèse de tout son poids sur notre avenir. La probable coalition Renaissance, LR, aile droite du PS et des écolos perpétuera la politique néolibérale qui nourrit et amplifie le vote RN depuis 30 ans et nous garantit que 2027 sera un moment au moins aussi dangereux que celui que nous venons de passer. Une des tâches qui nous incombe aujourd'hui est de continuer de développer un antifascisme unitaire, non sectaire. Cette tâche, on s'y attelle dans les villes où on est présent et présente. En Ile-de-France, ça prend la forme d'une large interorga antifasciste dans laquelle sont notamment investis la CGT Solidaire, le NPA et de nombreuses organisations antifascistes comme l'AFA Paris Banlieue et la Jeune Garde Paris. C'est dans ce cadre que nous avons pu organiser ensemble un village antifasciste le 11 mai en réponse à une manifestation de l'ultra-droite européenne à Paris. Nous sommes dans une séquence où les syndicats se ressaisissent du politique à travers l'antifascisme. Il faut qu'on continue d'intervenir dans cette dynamique, et c'est pour ça que beaucoup de camarades de l'UCL sont investis dans VISA, qui est une association intersyndicale qui donne des outils pour lutter contre l'implantation des idées d'extrême droite dans le monde du travail. Dans la même idée, nous, militants et militantes largement investis dans les syndicats, devons défendre des positions antiracistes et anticolonialistes et mener ces luttes dans le monde du travail. Face à la banalisation de la préférence nationale, jusque dans une large partie de notre classe sociale, nous devons bâtir l'adhésion à la fraternité antiraciste et internationaliste. Si des milliers de personnes se sont mobilisées à travers tout le pays face à l'urgence antifasciste, il ne faut pas se faire d'illusions. Le seul moyen d'endiguer la vague brune qui déferle sur l'Europe, ce sont les luttes sociales. Pour mener des combats victorieux, nous avons besoin d'organisations massives, démocratiques et combatives. À l'UCL, nous appelons cela des contre-pouvoirs. Des syndicats de lutte en passant par les plannings familiaux, les comités vérité et justice, aux associations comme le DAL. Il nous faut organiser largement les opprimés pour leur prouver qu'ils et elles peuvent gagner leur combat par elles et eux-mêmes. Il est évidemment nécessaire de porter des perspectives politiques, combatives dans les mouvements sociaux, mais ça ne suffit pas. Il nous faut travailler en direction des masses tous les jours et pousser la porte de notre union locale, du comité de quartier, d'un syndicat de locataires ou d'une association féministe. C'est le meilleur front populaire qu'on pourra opposer à l'extrême droite. Quand le mouvement de classe est fort, on peut non seulement tuer le fascisme dans l'œuf, mais aussi envisager sérieusement la transformation sociale. Comme nous l'avons dit, le RN avance à grands pas et nos exigences contre le péril fasciste et pour une rupture face à l'ultralibéralisme vont se jouer de notre côté, celui des luttes. Si le nouveau Front populaire a remporté une majorité relative, c'est grâce à une énorme mobilisation qui a largement dépassé les rangs des partis politiques. Nous devons favoriser cette dynamique pour proposer aux personnes qui se sont mobilisées de s'organiser dans les contre-pouvoirs syndicaux, associatifs et politiques. L'hégémonie politique n'est pas de notre côté. Pour inverser la tendance durablement et éloigner le risque d'un RN au pouvoir, nous devons occuper la rue et les esprits. Le travail engagé dans l'unité doit se poursuivre et s'amplifier. Nous devons profiter de cette brèche pour nous structurer. Charge à nous d'incarner quelque chose de désirable et rejoignable dans tous les endroits où l'on milite. Merci Lila. Voilà. Et maintenant, on va accueillir Thomas Porte. Donc, ah, désolé Frédéric. Désolé, il y a des priorités. Non, je rigole. Député FI. L'heure est grave. Donc, fraîchement réélu de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est bien ça ? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais faire comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire, ici ce soir, malgré le fait que l'extrême droite soit plus haute que jamais dans le pays, c'est que nous avons quand même réussi à gagner les élections législatives, malgré toutes les diffamations, toutes les attaques qui ont été faites
contre les candidats et les candidats du nouveau Front populaire. Et c'est quand même un message que nous avons envoyé. Quand nous mobilisons, nous pouvons gagner les élections législatives. Et si je dis ça ce soir, c'est parce qu'il faut aussi contrer le discours du président de la République qui s'est adressé par une lettre aux Françaises et aux Français pour dire qu'il n'y avait pas de vainqueur des élections législatives, pour faire comme si tout cela n'existait pas. Si, nous avons gagné, certes avec une majorité relative, mais nous avons les moyens de constituer un gouvernement. Et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la gauche de rupture qui s'est imposée. Parce que nous avons réussi, avec la France insoumise depuis 2022, à imposer que la gauche de rupture soit centrale dans le bloc politique de gauche. Et l'accord de gouvernement qui a été signé avant le premier tour des élections législatives est un accord de gauche de rupture, avec des décisions qui sont très fortes, très importantes et qui sont attendues par des millions de gens. Et il serait irresponsable aujourd'hui que le président de la République ne permette pas au gouvernement du nouveau Front populaire d'exercer ses responsabilités dans quelques jours. Et c'est aussi un signe important que la social-démocratie n'a plus un rôle aussi important que par le passé. On a beaucoup parlé des élections européennes des dernières semaines. Si vous regardez l'addition des scores du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, c'est 300 à 400 000 voix de moins qu'aux dernières élections européennes. Si vous prenez le nombre de voix réalisées par la liste de la France Insoumise, c'est 1 million de voix supplémentaires par rapport à la dernière élection européenne. Si nous avons aujourd'hui une gauche de rupture, nous le devons, et je tiens à le saluer et le féliciter ici, à Jean-Luc Mélenchon qui a permis aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons une gauche de rupture majoritaire. Évidemment, tout cela va être très difficile parce qu'il est illusoire de croire que malgré la constitution du gouvernement du nouveau Front populaire, malgré le fait que nous ayons des ministres qui portent le programme du nouveau Front populaire, nous allons avoir un Parlement contre nous, très largement. Nous allons avoir des institutions, ça a été évoqué, j'en dirai un mot sur la mobilisation sociale nécessaire dans les jours à venir. Nous allons avoir des institutions financières, l'ensemble des médias de ce pays qui sont déjà à l'œuvre pour faire en sorte que ce programme ne puisse jamais s'appliquer, pour dire que nous n'avons pas les moyens de le faire et qu'il faut une autre majorité que celle qui a gagné les élections. Je suis assez stupéfait d'entendre les directions syndicales dire que la mobilisation doit avoir lieu à la rentrée en septembre, le fameux septembre chaud qu'on promet tous les ans et qui en vérité n'a pas lieu depuis des décennies. Historiquement, si nous voulons imposer ce programme en force, parce qu'il faudra passer en force, il faudra passer contre tous les cadres que j'ai évoqués, ça passera par une mobilisation dans la rue, pour dire que les millions de personnes qui se sont levées pour aller voter pour un programme de rupture n'acceptent pas que le vote qui a été effectué il y a quelques semaines leur soit volé par d'autres appareils politiques, par des médias aux ordres du service du capitalisme qui veulent priver des millions de gens de l'espoir de respirer, de l'espoir de sortir de la survie pour vivre aujourd'hui et se partager les richesses dans ce pays. Donc il faut que les directions syndicales elles se ressaisissent aujourd'hui et il faut qu'il y ait des mobilisations dans les jours à venir, dans les jours à venir. Et je voudrais dire un mot de la République, ce mot qui est utilisé à tour et à travers, galvaudé par le président de la République, qui d'ailleurs dans la lettre de ce soir dit « La coalition doit être incarnée par celles et ceux qui représentent la République ». Mais est-ce qu'aujourd'hui Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, qui a passé ses soirées à dîner avec Le Pen et Bardella, incarne la République? Est-ce que Thierry Soler, qui organise des dîners avec les députés d'extrême droite, incarne la République? Emmanuel Macron a pactisé avec l'extrême droite. Emmanuel Macron a fait en sorte de voter une loi raciste sur l'immigration dans le Parlement. Depuis 7 ans, grâce à l'aide des médias, il a banalisé les mots et les idées de l'extrême droite, à tel point aujourd'hui qu'il a fait rentrer plus de 130 députés. Emmanuel Macron, en 2017, se présentait contre le barrage à l'extrême droite. Il y avait 2 députés d'extrême droite. Il y en avait 88 aux dernières élections législatives. Nous en avons 130 aujourd'hui. Voilà la politique de barrage d'Emmanuel Macron à l'extrême droite. Et si nous avons permis d'éviter la majorité absolue qui était annoncée par l'ensemble des sondeurs, qui sont tous trompés, sans qu'aucun ne reconnaisse ces erreurs, c'est qu'il y a eu
aussi des millions de gens dans ce pays qui ont dit qu'ils n'acceptaient plus que le racisme soit banalisé, qui n'acceptaient plus qu'un parti politique qui se construit sur la déchéance de nationalité, qui parle des binationaux, qui veut exclure de certains métiers, qui fait de la préférence nationale un axe majeur de son programme politique, ne pouvait pas arriver au pouvoir. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Nous avons des millions de personnes dans ce pays qui sont levées pour dire non à un programme politique qui est fondé sur le racisme. Et c'est sur ça que nous devons construire dans les semaines à venir les batailles. Et il est évidemment impossible pour moi ce soir de ne pas avoir un mot, ça a été évoqué avant moi, mais sur ce qui se passe en Palestine. Et là aussi, je suis fier d'avoir fait partie d'une organisation politique avec d'autres, et je pense notamment aux camarades du NPA, qui n'ont pas cédé d'une seule ligne sur les propos que nous avons eus et sur surtout le combat politique que nous avons mené. Sur les calomnies à notre rencontre. Hier matin, Caroline Fourest était encore sur LCI pour expliquer que j'étais parti à Gaza financer le terrorisme et que je faisais partie de ceux qui avaient organisé ce qui s'est passé le 7 octobre. Malgré les tombereaux de calomnie, malgré les insultes, nous n'avons jamais cédé. Nous n'avons jamais cessé de défendre le peuple palestinien et nous continuerons. Et d'ailleurs, dans le programme du nouveau Front populaire, il y a la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y a des sanctions économiques contre l'État d'Israël. Il y a un embargo contre les armes à destination de ce gouvernement. Je vais terminer, je ne veux pas être trop long parce que je m'excuse, je dois repartir. On est dans une période assez particulière de négociation, ça ne vous a pas échappé, où il faut surveiller nos partenaires comme le lait sur le feu pour pas qu'ils nous filent entre les doigts. Mais véritablement, je veux insister là-dessus, dans tous les cadres dans lesquels vous vous trouvez, que ça parte de la cage d'escalier à l'union syndicale, au bureau de la Confédération, dans les structures politiques dans lesquelles vous êtes investis, il faut passer le mot d'ordre de se mobiliser. Parce que ce gouvernement, aujourd'hui, le pouvoir d'Emmanuel Macron, qui pense qu'il peut diriger comme avant, ne comprend que le rapport de force, ne pourra céder à l'application de notre programme que s'il y a des grèves massives, que s'il y a des blocages, et s'il faut bloquer le pays demain, il faut assumer de dire que nous appelons à bloquer le pays pour que le programme qui va augmenter les salaires, qui va refaire des services publics une priorité, qui va remettre l'égalité au cœur des politiques publiques soit appliquée, nous devons assumer de dire qu'il faut bloquer le pays. Et moi j'appelle les directions syndicales à organiser massivement ces mobilisations. Massivement ces mobilisations. Et enfin, il faut construire avec ce que nous avons réalisé ces dernières semaines. Moi j'ai eu la chance d'être réélu en Seine-Saint-Denis, où j'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes qui ne votaient plus, qui ne venaient plus aux élections, qui considéraient que la politique n'était plus pour eux, se saisir de cet outil qu'est le vote pour envoyer un message. C'est avec eux que demain nous devons construire une alternative politique. C'est avec toutes ces personnes qui parfois étaient éloignées de la politique que nous devons inclure dans nos mouvements, que nous devons permettre d'accéder à des responsabilités, à des mandats, pas simplement un nom en bas d'une liste, mais à des positions où ils sont demain éligibles, qu'ils puissent exercer des responsabilités, et y compris dans les élections municipales qui vont se venir. Et nous avons beaucoup de profils qui sont de très grande qualité. Je l'ai vu tout à l'heure du regard, mais mon ami, camarade Amal Bantoussi, qui a mené une campagne incroyable dans la circonscription face à Jean-François Copé. Et qui, je le dis ici, puisque depuis plusieurs jours, il y a des articles de presse qui disent que Jean-François Copé tremble devant la gauche radicale de ce pays, puisqu'elle a réalisé plus de 60% dans la ville de Meaux. Donc demain, nous avons les moyens, avec Amal, avec toutes celles et ceux qui ont mené campagne, de reprendre cette ville à la droite. Et ces exemples, ils sont légion dans le pays. Et enfin, terminer par l'immense fierté de siéger dans quelques jours au Parlement à côté d'un ami que je côtoie depuis plusieurs années, avec qui nous travaillons sur l'extrême droite depuis longtemps, qui lui aussi a subi une campagne de calomnie absolument inacceptable, qui encore ce soir était sur BFM à devoir se justifier d'être fiché S. Moi je suis 100 fois plus fier de siéger avec Raphaël Arnaud que d'être aux côtés de députés d'extrême droite. Et avoir Raphaël Arnaud, avoir des camarades qui sont rentrés au Parlement, c'est aussi l'assurance d'avoir demain des gens qui ne seront pas dans la compromission, qui ne font pas des calculs d'appareil politique, qui ne renieront pas le programme
et les accords qui ont été passés avant les élections pour quelques sièges ou pour une majorité tout à fait relative qui ne sera pas à la hauteur des enjeux. Donc nous ne céderons rien, ce sera uniquement le programme, simplement le programme. Nous avons été élus pour changer la vie des gens et c'est ce que nous porterons dans quelques semaines à la tête d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Merci. Merci Thomas. Merci beaucoup. Siamo tutti antifascisti. Et maintenant, Frédéric Lordon. Bon, pour tout le soulagement de dimanche soir, il est donc parfaitement clair à tous qu'aucune des données fondamentales de la situation stratégique n'a été modifiée. À savoir, premièrement, l'interminable agonie de la social-démocratie. Deuxièmement, la montée en fait peu résistible du fascisme français. La deuxième dérivant très largement de la première en l'absence de perspectives alternatives. Voilà le cadre d'hypothèse dans lequel je suggère de réfléchir et voilà les problèmes qui doivent nous occuper. Premièrement, la social-démocratie est morte car se définissant elle-même comme la négociation de compromis avec le capital, elle meurt logiquement au moment où le capital s'est radicalisé en ayant gagné les moyens structurels de ne plus passer aucun compromis. Moyens structurels récapitulés sous l'appellation mondialisation néolibérale. Le capital radicalisé a fermé l'espace du compromis. Cet espace ne se rouvrira plus. C'est bien pourquoi, passé quelques commencements euphoriques, toute expérience nominalement social-démocrate est vouée par pure et simple impossibilité à finir happée à nouveau par l'attracteur néolibéral. Telle est la première hypothèse. En tout cas, la dégénérescence historique de la social-démocratie se reconnaît typiquement à ce que ses succès électoraux ne cessent d'approfondir son impasse politique. Toutes les tentatives de rechappage par quelques têtes de gondole médiatiquement consacrées, c'est-à-dire garanties inoffensives, jadis Taubira, aujourd'hui Tondelier, Ruffin ou Glucksmann, toutes ces tentatives sont vouées à la reconduction du même, c'est-à-dire à l'enlisement, la dérive, la désillusion et pour finir la démoralisation. Au reste, le machin sorti des urnes est d'une prometteuse instabilité et, j'en ai peur, l'espérance de vie d'un gouvernement Front populaire des plus réduites. Je le dis en passant, là on a vraiment une chambre introuvable. Et mon hypothèse est que comme en 1958 avec Debré, Macron a mis ou mettra bientôt au travail un comité constitutionnel à sa main qui, au moment où le blocage sera consommé ou bien provoqué, sortira comme lapin du chapeau un projet tout armé de nouvelle constitution, avec mise au référendum et présidentielle New Look dans la foulée. En attendant, la social-démocratie zombie, qui n'en finit pas de hoqueter son trépas, est le principal obstacle à toute remise en route de l'histoire. Fort logiquement, cette interminable agonie est soutenue à bout de bras par toutes les institutions de la démocratie bourgeoise qui interdisent toute opposition au-delà de la social-démocratie, précisément. En témoigne le sort qui a été fait à l'AFI, comme unique force du paysage institutionnel, non pas de renversement, mais de perturbation de l'ordre bourgeois. Aussi, faute de pouvoir dire tout de go, l'AFI doit être détruite parce que sa menace sur nos intérêts nous est insupportable, ou bien parce qu'elle a l'audace de se montrer solidaire des populations musulmanes, la bourgeoisie en tous ses organes s'est mise à dire « l'AFI est d'un ignoble antisémitisme ». Et en effet, c'est autrement présentable. Ici, il faut faire un pas de recul pour bien prendre la mesure de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois et qui est, je crois, sans précédent depuis au moins 1945. Il s'est passé une campagne. Non pas les campagnes électorales, celles des européennes ou des législatives, mais une campagne au sens d'une entreprise concertée d'intoxication menée à l'échelle du pays entier en vue de démolir la première formation politique d'opposition, ni plus ni moins. Entreprise concertée, disais-je, mais qui, comme toujours, n'est jamais si efficace que d'avoir enrôlé avec succès tout un contingent de non-concertés, pharisiens et grande conscience, éditorialistes à hauteur de vue, tous confrères de Florent Pagny à qui on n'enlèvera pas leur liberté de penser. Le Monde, Libération, Radio France, France Télé et jusqu'à Mediapart et Regard, tous ont balancé dans le feu leur bidon d'huile.
gros ou petits, selon leur degré d'hypocrisie, tous ont construit cette figure de l'AFI comme la radicalité et de Mélenchon comme le boulet, le danger. Mais danger pour quoi? Danger pour qui? La vraie réponse ne pouvait pas être donnée. Il faut tirer les conclusions de l'événement qu'a été cette campagne inédite. Le système des médias capitalistes et étatiques, qui constitue toute opposition réelle en ennemi, est notre ennemi. Nous devons poser symboliquement et politiquement l'objectif de le détruire comme pleinement légitime, en préparation d'une réelle alternance qui viendra le détruire institutionnel pour de bon. Ces gens-là, qui se présentent comme le cœur battant de la démocratie, sont les fourriers désormais avérés du fascisme. Il faut les désigner et les combattre comme tels. Je dis tout ceci pour souligner la nature de la situation qui est la nôtre et qui appelle ces dispositions spécifiques, situation de conflit de classe, en voie d'atteindre un très haut degré de pureté, en dépit de tous les recouvrements qui le rendent méconnaissable, à commencer bien sûr par le recouvrement fasciste. C'est la deuxième donnée de la situation stratégique. Il est bien clair que le revers du RN est tout à fait transitoire. Rien dans la dynamique de ces forces profondes n'a été entamé. Le prochain coup pourrait bien être le bon. Par conséquent, nous avons d'ores et déjà à nous placer dans la disposition qu'appellera cette configuration du pouvoir. Nous l'avons d'autant plus que dans cette disposition viennent s'aligner ce que nous aurons à faire face à un pouvoir fasciste, ce que nous avons à faire dès maintenant pour tenter d'éviter un pouvoir fasciste. Enfin, ce qu'il y a lieu de faire de toute façon dans une perspective révolutionnaire. La question clé dans l'identification de cette disposition est la suivante. Où est la puissance? Où est notre puissance? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de se livrer à l'expérience de penser, le RN est là. Par hypothèse, je situe mon exercice dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Le RN est là, qui peut faire quoi? Réponse, presque plus personne ne peut presque plus rien. Nous sommes tous écrasés, la férocité de la répression est totale, les coûts de l'action militante faramineux, et en fait pour beaucoup d'entre nous prohibitifs. Sous pouvoir fasciste, aucune lutte sectorielle n'a plus aucune chance. Je veux dire encore moins que ça n'est le cas là actuellement. Les cultureux pourront protester de ce qu'on fera à la culture, ils finiront écrabouillés, ou purement et simplement ignorés dans leur coin. Qui a quelque chose à foutre d'une grève dans la culture? Certainement pas un État fasciste. Les universitaires dont on massacrera l'université, pareil, etc., etc., et même les profs, et jusqu'aux soignants. Tous ces secteurs peuvent faire grève, ils crèveront dans l'isolement. Mais il y a un endroit depuis lequel on peut faire mal à ce que j'ai appelé d'un mot valise l'Étapital. L'Étapital, c'est le produit de fusion monstrueux de l'État et du capital, typique du capitalisme néolibéral en situation de crise organique. Cet endroit unique, d'où il reste quelque chance de défier l'Étapital, c'est l'activité économique elle-même et singulièrement le pouvoir logistique, le pouvoir sur les flux, transport, énergie, information, dont la mise en panne embolise toute l'économie. Notre fer de lance, c'est la classe ouvrière qui opère ce pouvoir logistique et détient concrètement les moyens de le faire dérailler. Et plus largement, celle qui a le pouvoir de mettre l'économie à l'arrêt. Là est notre puissance, et c'est cette puissance que nous devons cultiver, en entretenant le fer de lance, c'est-à-dire en nous rangeant derrière cette classe ouvrière, c'est-à-dire encore en ne la laissant jamais seule, en nous portant aussitôt à son renfort. En tout cas, tous les secteurs, artistes, chercheurs, etc., n'arriveront à rien tant qu'ils ne quitteront pas des yeux leur nombril sectoriel et tant qu'ils ne rejoindront pas la puissance qui peut sauver tous. La grève logistique, comme embrayeur de la grève générale, elle-même embrayeur de toutes les prises de rue et de toutes les prises de lieux. Comme l'ont montré les retraites l'an dernier, la seule chose qui ramène vraiment le pays à gauche, ce ne sont pas les élections, c'est le mouvement social réel. Nos meilleures chances... Nos meilleures chances sont donc dans la lutte générale, et c'est cela qu'il faut préparer. Comment? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais comment on est sûr de ne pas y arriver? Ça, je le sais. D'abord en laissant l'affaire dans les mains des directions syndicales, qui ont montré en 2023 quelles occasions historiques elles étaient capables de foirer. Et qui de toute façon sont des éléments du système institutionnel d'ensemble que rien ne les dispose à affronter décisivement. Ensuite, en restant collé aux fausses promesses du jeu institutionnel électoral, dont il n'y a au mieux que des choses très limitées à attendre, et dans tous les autres cas, rien du tout. Ce qui, pour autant, et sauf pensée gravement antidialectique, n'interdit en rien
de travailler aux articulations de l'électoral et du non-électoral, et même d'avoir une pratique non électoraliste de l'électoral, c'est-à-dire une pratique de l'électoral qui ne verse en rien ni dans les adhésions, ni dans les illusions de l'électoralisme, mais qui se rend sensible aux conditions et aux situations qui peuvent sortir d'un scrutin. Et qui niera que celles qui sont sorties dimanche nous sont moins défavorables qu'une majorité RN? À l'issue de ce dimanche, en tout cas, et je vais conclure là-dessus, l'avenir est particulièrement opaque s'il est toujours dominé par la perspective fasciste. À plus forte raison de ce que se profilent les grandes coalitions du centre. Lorsqu'on a vu quelques jours avant le deuxième tour à La République, Boucheron et Rosanvallon, et Plenel avant eux, en tribun de comice agricole, haranguant une foule couverte de mains SOS Racisme. Expérience qui mêle les registres normalement distincts du cinéma d'horreur et du fantastique. On sait quelle direction certains veulent faire prendre aux choses. La direction de l'impasse historique social-démocrate. Il faut être professeur au Collège de France pour ne pas savoir ce que d'élémentaires effets d'apprentissage enseignent depuis 3 décennies. Que la social-démocratie, à défaut de l'être subjectivement, bien sûr, devient objectivement facteur de fascisation quand ses conditions d'exercice ont disparu. Et de même que le refus de l'affrontement, le parti de l'apaisement ou le gouvernement de la tendresse sont voués à finir objectivement en collaborateurs du seul apaisement que connaisse l'ordre bourgeois, l'apaisement bourgeois. Alors qu'on ne compte pas sur nous pour remettre 50 centimes dans ce bastringue. Je ne sais pas si la dialectique peut casser des briques, mais aider à fracasser ce machin, elle doit sûrement le pouvoir, parce que comme dirait l'autre imbécile, c'est notre projet. Bravo! Bravo! Nos intervenants respectent le timing, sont éloquents. Je trouve que c'est de bon augure pour l'avenir. On accueille qui maintenant, Sabrina? Alors maintenant, c'est Olivier Besancenot pour le NPA, l'anticapitaliste. Bon, bonjour à tous et à toutes, amis et camarades. Je voudrais remercier l'existence même de cette initiative pour de vrai, et de le faire notamment à chaud. Je pense que c'est plus utile que toutes les réunions aujourd'hui qui cherchent à la courte paille qui sera le Premier ministre, qui sera du coup éventuellement le futur bon candidat de gauche à l'élection présidentielle de 2027, puisque malheureusement, beaucoup ont encore ce calendrier dans la tête, c'est-à-dire ce calendrier de la Ve République, qui non seulement est un calendrier mortifère, on le sait tous et toutes, et antidémocratique, mais un calendrier qui, de toute façon, est carbonisé depuis dimanche dernier. Alors moi, je ne vais pas faire semblant, je suis désolé, peut-être que je vais aller un peu à contre-courant. Il y a des fois, il ne faut pas bouder son plaisir. Moi, je dis que dimanche soir, ça a été une victoire politique. Ça a été une victoire politique qu'on a arrachée avec les dents, un retournement de situation qui n'était pas joué d'avance face à un rouleau compresseur, d'autres camarades l'ont expliqué, absolument inégalé et qui ne date pas de la campagne électorale, qui depuis des mois, est au service d'une pensée réactionnaire, d'une pensée autoritaire, qui opte du côté du capital, clairement, pour le néofascisme. Donc on a été confronté à un combat à armes inégales. Une fois encore, il y a plein de travail militant qu'on n'a pas suffisamment fait, soit en termes d'hégémonie politique, d'hégémonie culturelle face à l'extrême droite, mais nous n'avons pas une chaîne d'information continue avec les moyens de M. Bolloré, plus une radio pour labourer les esprits comme ça a été fait avec les ravages et tous les relais politiques ont été faits. Face à ça, ça a été une surprise. Et on n'aurait pas la même discussion aujourd'hui. Nous n'aurions pas la même discussion aujourd'hui. Parce que l'extrême droite en France a ce site particulier qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais dans quel degré de barbarie ça se termine. Et la petite musique dans nos propres rangs, je le dis encore aujourd'hui, qui consiste à relativiser le thème que finalement ça aurait été qu'une offensive bourgeoise un peu plus réactionnaire que les autres, moi je n'y crois pas. Le thème que le RN au pouvoir, ça ne donnera que du Mélanie, comme en Italie, c'est-à-dire l'idée que c'est absorbable par le libéralisme. En France, il y a une spécificité. D'abord, c'est son histoire coloniale.
Et dans le cadre de cette histoire coloniale, l'extrême droite elle-même, d'un certain point de vue, aurait eu et aura, si un jour elle accédait au pouvoir, des comptes à rendre, même vis-à-vis de son propre milieu. Et on sait à quel point la situation est tendue dans les quartiers populaires. Ça l'aurait été, mais systématisé, en termes de guerre civile. Et dans ce climat-là, où on aurait eu de drames à répétition, la question de la dissolution de toutes les organisations qui se solidarisent des révoltes des quartiers populaires aurait été clairement posée, puisqu'elle était déjà plantée dans le décor. C'est un climat de détestation des Arabes et de la gauche auquel nous sommes confrontés, une pensée systématisée à laquelle nous sommes confrontés. Donc on ne peut pas bouder notre plaisir, ne serait-ce que par rapport au fait